Anenka, c'est en Guéré, c'est pour nous. Eh bien, nous avons été très heureux de recevoir cette danse, d'ouvrir l'antenne avec Anenka, c'est en Guéré. Comme je le disais, ça veut dire tout simplement, c'est pour nous. Eh bien, vous avez dansé au son du domolo pour dire qu'on peut être guéri et faire du domolo, pas seulement la propriété privée des Congolais. Nous allons recevoir à présent le président donc, de ce groupe, c'est le responsable, il s'appelle Yul Sea, il est artiste chorégraphe. Merci de l'applaudir très fort. Alors Yul Sea, bonjour et bravo j'ai envie de dire puisque vous avez reçu le prix de la meilleure compagnie de danse africaine, un prix qui vous a été décerné par l'Organisation mondiale du bois. Félicitations. Merci. Merci Caroline. Merci. Oui. Alors, pour ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut avoir juste un petit commentaire? Lorsque, on va dire, une compagnie ivoirienne décide de faire du domolo, qu'est-ce que vous cherchez à prouver ou à démontrer? En fait, c'est pas parce qu'on fait du domolo, on fait... Vous pouvez rapprocher le micro, on fait toutes les danses de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. D'accord. Au-delà de nos frontières, et nous faisons aussi les danses des autres pays. Et c'est ce qui nous a valu le prix du premier groupe de danse africaine au monde. Bravo en tout cas. Ouais. Il faut dire que vous avez été sélectionné sur environ 138 groupes. Hein. 138 groupes Quelle fierté. des différents pays africains. Et c'est ce qui nous a amené à faire une tournée asiatique. On a tourné dans 7 pays pendant 2 mois. Et là, nous venons d'arriver. Ce que vous voyez derrière moi, c'est les éléphants. Les éléphants danseurs. En tout cas, bravo. Et puis, ne partez pas, restez avec nous parce qu'il y a une petite surprise pour les téléspectateurs à la fin de cette émission. Merci beaucoup. On les applaudit très fort, on est fiers de vous. Merci donc d'avoir fait flotter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On vous retrouvera à la fin de l'émission. Eh bien, c'était important pour nous de démarrer de la sorte, de démarrer en joie, parce que le sujet que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est un sujet triste. Tout le monde aspire à avoir un toit, tout le monde aspire à être épanoui. Mais malheureusement, il y a des personnes dans cette société qui n'ont même pas le minimum vital. Nous allons recevoir dans quelques instants une dame qui aujourd'hui se retrouve logée dans une salle de classe. Séparée d'avec mon concubin, je vis dans une salle de classe avec mes 4 enfants. Merci donc de recevoir Essien Yaba Aloa. C'est notre invité témoin du jour. Elle a besoin de vos encouragements. Et vous le savez bien, le besoin de se loger fait partie des besoins primaires selon la pyramide de Maslow. Et c'est vrai que le sujet est triste, mais nous vous conseillons, madame, d'être dans la joie. Sait-on jamais, peut-être que vous allez connaître un dénouement heureux. Dans la vie, il y a des étapes, il y a des difficultés, mais il y a aussi des changements qui se produisent. On commence par vous dire, gardez votre sourire, vous êtes une belle femme. Et vous avez la chance d'avoir jusqu'à 4 enfants. C'est merveilleux. Alors, Docteur Philo, qui a lui son matelas, son balouchon, eh bien, on va l'écouter. Il a pour vous quelques recommandations par rapport à ce thème. Docteur Philo, votre avis compte dans cette émission. Merci beaucoup, merci de vous asseoir. C'est vrai que vous avez dit le sujet, le thème est triste, mais elle ne doit pas être triste. Et en même temps, je viens avec tout ça là pour dire que j'ai vécu ça aussi. Voilà, et c'est comme ça se présente. Ça même là, ça ne vaut même pas matelas une place. On ne sait pas s'il faut vous croire ou si oui, on a vécu, on est passé par là, Caro. C'est pas parce qu'on est là aujourd'hui, rayonnant que voilà. Mon boroni, tout y est. C'est mon drap qui est là. Mais je laisse tout ça aujourd'hui et puis dire que bon, il faut avancer. La vie est ainsi faite, hein, madame. La vie est ainsi faite. Je vais dire que c'est le thème même. C'est-à-dire, en voyant le thème, on sait qu'il y a des problèmes même. Votre concubin même qui vous laisse avec 5. C'est ça, non? 5 bébés. 4 enfants. Oui, c'est des bébés. Mais vous-même, vous appelez bébé à l'époque, donc ça fait 5 bébés. Mais c'est ça.
Ça fait 5 bébés et déjà même avec une concubine. Moi, j'aime pas trop l'expression concubin parce que ça fait trop enfant, concubin, c'est le cubain. En fait, on savait qu'il allait danser avec vous, le cubain, vous voyez. À Kourouye, c'était le cubain. Je préfère conjoint. Là, comme ça, il vous joint. Chaque fois, partout où vous allez, il vous joint. J'aime pas trop le terme concubin. Voilà, concubin. Ça, c'est l'amusement. Et puis à Kourouye, c'est pour vous courir encore. C'est pour vous courir encore. Merci beaucoup. Merci à la régie. Je veux dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Et je vous dis que soyez fortes. Soyez fortes. En même temps, profitez pour donner des conseils à nos jeunes filles. Souvent, nous les hommes, quand on raconte une fille, quand on lui dit, quand on demande à la fille, vous faites quoi dans la vie? Elle dit, ah, j'ai croisé un homme à va. Il me demande déjà, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? C'est mon argent. Non, c'est pour voir dans quelle situation vous vivez, pour que nous, on puisse s'apprêter. Parce qu'un jour, on peut vous laisser. Mon cher, nous, on n'est pas... Attends, on ne sait jamais. Parce qu'on peut vous... Tout ça veut déjà tout dire. Vous faites quoi dans la vie? Ne prenez pas ça à mal. Voilà, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes à l'aise aujourd'hui, cherchez à faire quelque chose, soyez indépendante. Comme ça, le jour, il s'en va, vous êtes libre. Mais le gars, il est là, il paye les ketchup, vous êtes... Le jour, il te laisse, comme ça, puis tu as retenu ma banane braisée, et tu vas voir le gonflement des ventes. Après, les garçons sont mauvais. Non, non, non. Madame, ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est en même temps profiter de donner un conseil à nos soeurs. Mais en même temps, on dit que vous vivez dans une salle de classe, c'est déplorable. Mais en même temps, c'est trop spirituel. Oui, il y en a qui vivent sur le toit des maisons. Ce temps n'est plus là, mais quand le temps est menaçant, les enfants sont sur le toit. Mais vous vivez dans une classe de classe, c'est trop spirituel, ça veut dire beaucoup de choses. Nous, les philosophes, nous disons que vous êtes dans une salle de classe. La salle de classe est par excellence le lieu de connaissance, c'est-à-dire on va apprendre là-bas. Donc vous êtes à l'école de la vie comme ça. C'est ce que ça sous-entend. Vous n'êtes pas dans une classe par hasard et Dieu sait ce qu'il a créé. Vous êtes à l'école de la vie. Vos enfants qui vivent avec vous, dans cette salle de classe-là, sont en train d'apprendre la vie avec vous. Donc ne soyez pas découragés, Dieu a un plan pour vous. Moi je vais dire, au sortir de cette émission aujourd'hui, vous allez voir, vous n'allez plus vivre dans cette classe. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, nous allons partir pour notre micro-studio. La question est la suivante. Que feriez-vous si une personne sans abri vous sollicitait? Ah, c'est aujourd'hui, on va voir qui est qui. On va commencer par les mamans là-bas. Voilà. Il paraît que les mamans ont un grand cœur. Les femmes sont très sensibles. Donc, s'il vous plaît, ayez le micro. Prenez-le, s'il vous plaît, mesdames. Qui s'y colle? La plus courageuse. Vous vous levez, s'il vous plaît, et vous vous présentez. Bonjour, madame. Je suis madame Sopoudé. Oui. La présidente de l'ONG Etomeya. Ah, d'accord. Okay. Je comprends pourquoi vous avez été la première à prendre le micro. Oui. Bon, merci. En fait, pour une personne en détresse, une personne qui n'a pas de maison, qui est en difficulté, dans un caractère très humain, c'est tout à fait normal, spontané. Mais en tant que femme qui voit une de mes camarades avec plein d'enfants, dans un premier temps, je vais l'héberger. Et puis ensuite, en fait, lui donner le confort que je peux. Et puis ensuite, on peut essayer plus ou moins d'essayer de voir si cette personne a au moins une famille. Parce que personne n'est quitté du ciel pour tomber. Et je pense que nous tous, on est nés de quelque part. On a une famille qui nous soutenait. On a une vie. Madame, j'espère que ce n'est pas juste théorique. Hein. Parce qu'on a un cas qui est là. Donc, alors, si à la fin de cette émission, cette dame vous approche pour dire, madame, par rapport à ce que vous avez dit à la télé, est-ce que je peux venir chez vous? Vous allez dire quoi? Non, j'ai dit que dans un premier temps, c'est-à-dire le premier jour, je peux l'héberger. D'accord. Hein? Et puis ensuite, en fait, lui donner au moins le minimum par rapport à mes moyens. Et puis ensuite, voir qu'est-ce qui, s'il y a des... Il y a une famille, parce qu'après tout quand même, elle a une famille. C'est cela. Je peux approcher la famille pour en savoir plus. Et puis bon, pourquoi pas essayer d'échanger pour voir dans quel cadre on peut aider la dame. D'accord. Merci en tout cas pour votre contribution. Merci. Un autre avis, les éléphants danseurs. Bonjour. Si une personne sans abri vous sollicite, qu'est-ce que vous faites? Je me présente, je suis C.A. Jacob Léonard, Ravi. Président de l'ONG de développement Côte d'Ivoire Émergence et président des Jeunes Ouest de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, moi, je crois que si une personne en détresse me sollicite, et je crois que j'ai déjà eu plusieurs cas, parce qu'en tant que président des Jeunes Ouest de Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs jeunes qui étaient dans des difficultés que nous avons hébergés à la maison. Voilà. Et d'autres, nous avons vu nos cadres et nos élus
vraiment pour qu'ils puissent vraiment leur apporter assistance. Donc, moi, je crois que c'est, comme elle a dit l'autre, c'est de donner les conseils et puis après de voir avec nos cadres, toujours, parce que nous faisons toujours du plaidoyer pour voir dans quelle mesure, évidemment, nous pouvons aider ceux qui sont dans ce cas. Mais en ce qui concerne la dame qui est là, qu'avez-vous à lui dire maintenant là? Bon, moi je crois que ce que j'ai à lui dire, c'est d'abord qu'elle prenne vraiment courage parce qu'elle est déjà là. Et maintenant, nous allons voir à notre niveau ce qu'on peut faire, comme on le fait habituellement. Voilà, voir nos cadres ou bien des personnes vraiment qui sont dans ce domaine et voir vraiment qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Voilà, parce qu'à l'ONG de développement Côte d'Ivoire Émergence, vraiment, on pense aussi à ces gens de cas. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup. Alors, Yaba, Aloha, vraiment, j'aime votre petit sourire au coin. Vous le gardez malgré tout. Il faut dire que la vie ne vous a pas fait de cadeau depuis la naissance jusqu'à maintenant. Vous êtes passé par beaucoup de difficultés. Essayez de nous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé dès votre tendre enfance. Comment votre mère vous a confié à cette dame féticheuse et les raisons pour lesquelles vous y êtes restée. En fait, dès que j'étais consciente en tant qu'être humain, je me suis aperçue que je vivais avec une grand-mère qui faisait certaines pratiques, qui recevait beaucoup de monde féticheuse, quoi. Et bon, je vivais là et puis par moment, je voyais une femme au trait d'une peule qui venait par moment me prendre pour aller dans une autre cour où il y avait beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui les djoulas. Je passais beaucoup de temps avec eux, elle me parlait le djoula et puis le peul. C'était ma vie, je faisais la navette et puis à un moment, on a décidé de m'envoyer au Togo. Et vous aviez quel âge environ lorsque cette dame venait vous chercher? Disons 2 ans. 2 ans, je sais pas, oui, 2 ans. 2 ans. Jusqu'à, peut-être 3 ans, 4 ans, où je me suis retrouvée au Togo, dans une autre famille. Mais qui était cette dame en réalité? C'est après plusieurs enquêtes, après avoir été plusieurs fois à la délivrance, en tout cas, Seigneur Jésus m'a convaincue, c'est ma mère biologique. Ah, c'est après que vous êtes rendu compte que c'était votre mère? Oui. D'accord. Et vous vous retrouvez au Togo, vous nous l'avez dit, à quel âge? 4 ans. J'ai évalué 4 ans. Je suis arrivée, j'étais beaucoup capricieuse parce que, comme la vieille savait ce qu'elle avait fait à mon sujet, j'aimais donner les ordres comme ça. Je passais tous mes caprices. Donc, je pensais que là-bas aussi, ça allait être comme ça. Or, ce n'était pas ça. J'avais une vie un peu réglée là-bas. Je n'avais pas la possibilité, comme j'étais petite, de demander le kloaba. C'est cette scène que je vais évoquer ici. Il y a une qui porte même le même prénom que moi, s'appelle Béatrice. Je lui ai demandé, je veux kloaba. Excusez-moi. Mais elle m'a dit, non, il n'y a pas kloaba ici. Ici, ce n'est pas Abidjan. Elle m'a envoyé dans une salle, là. Les WC traditionnels grands, oui, voilà. Et vu ma taille et puis le WC, c'est par la grâce de Dieu, j'allais tomber dedans. Mais étrangement, j'entendais une voix qui me disait, place-toi comme ça, place-toi comme ça. Et puis c'était comme ça, mon quotidien. Un enfant de 4 ans qui était à Abidjan, une autre vie avait commencé pour moi. Donc, j'étais là. J'avais commencé même à apprendre à parler l'évé. J'étais dans un village togolais qu'on appelait Palimé. J'étais sur une colline. Je parlais l'évé, je partais à l'école à Notre-Dame de Palimé. Puis je revenais dans la famille à qui on m'avait confié. J'étais éduquée sévèrement parce que celui qui était mon tuteur, c'était un corps habillé. Donc j'avais une éducation sévère. Très stricte? Oui, très stricte. Je devais, quand on m'envoyait souvent dans une famille, le grand-père me disait non, tant qu'on ne t'a pas donné à soi, tu ne t'assois pas. Et gare à toi, si tu t'assois, je vais aller vérifier. Donc ça fait que jusqu'à présent, là, je vis comme ça. Quand j'arrive chez quelqu'un, je ne m'assois pas d'abord. J'attends qu'on me donne la place. Et quelques années plus tard, vous revenez en Côte d'Ivoire? Oui, je suis revenue en Côte d'Ivoire. Ça, c'est bon. Selon la date de naissance que mes parents adoptifs m'ont donnée, selon eux, j'avais 9 ans. Je suis venue à Abidjan parce qu'on m'a dit non, on va m'envoyer en France. Je vais devenir une grande dame, je vais épouser un blanc. En tout cas, la vie en rose, tout le bonheur de la terre. Donc moi, je ne voulais pas quitter le village parce que j'étais habituée encore. C'est une nouvelle famille pour moi. J'étais libre aussi parce que le village était grand. Il y avait les grands baobabs. Je ramassais ça, je cueillais ça pour manger. Et puis moi, j'étais habituée à tout le monde. Il fallait encore les quitter. Vraiment, c'était pénible. On a dû m'amadouer pour dire non, la grand-mère veut te voir puisqu'il savait que je l'aimais beaucoup. Donc je suis partie de Palimé, se retrouver encore à Abidjan.
faisais les préparatifs pour m'envoyer en France. Est-ce que ça ne vous déstabilisait pas un peu quand même, enfant, de vous retrouver d'une famille à une autre, revenir, tout ça? Je me disais que je fais avec... Peut-être que vous n'étiez pas très consciente. Non, c'était l'amusement pour moi en fait. Bon, c'était l'amusement en fait. Et puis il y a le projet de la France. Oui, le projet de la France. Et finalement, comment ça se passe? Bon, finalement, la grand-mère m'a appelée, m'a dit non, on va t'envoyer en France chez ton papa, ton nouveau papa. Ça va bien se passer. Tu vas devenir une grande dame, tu vas épouser un blanc, là-bas c'est bien, tout ça. Je lui disais, mais bon... Quand vous dites votre grand-mère, en fait, c'est la féticheuse de votre maman. Il n'y a pas de lien de sang entre vous? Bon, non, il n'y a pas de lien de sang. De lien de sang. Puisque, bon, bébé, je me suis retrouvée dans sa main. J'ai toujours cru que... Bon, j'ai cru en fait qu'il y avait un lien, mais il n'y en a pas. D'accord. Donc finalement, vous vous retrouvez en France? Voilà, je me retrouve en France à l'âge de 9 ans, selon l'extrait qu'ils ont fait. Je suis arrivée, la première parole que la femme du monsieur m'a dit, il paraît qu'à Abidjan, tu fais la reine. Mais ici, là, ça sera différent. Et puis, effectivement, ça a été différent. Parce que j'étais leur petite servante pendant quelques temps, le temps qu'ils me mettent à l'école. Et quand même j'étais à l'école, j'étais toujours la petite servante. Jusqu'à ce que, bon, il y ait un drame. Quand vous dites que vous étiez la petite servante, ça veut dire quoi? Bon, ça dit que quoi? Ils avaient leurs enfants, ils avaient une grande fille, bon, pas trop grande, j'étais un peu plus âgée que... Mais c'est moi qui mettais leur dernier petit garçon au dos. J'étais chargée de faire certaines tâches ménagères. Bon, je me disais que pour la vie d'Abidjan, c'était trop. Parce qu'à Abidjan, j'étais la reine chez la grand-mère. Il y avait une multitude de servantes. Moi, je ne travaillais pas comme ça. Bon, je n'appréciais pas. Quoi. Ça, je vois ce terme. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Je veux dire, vous n'avez pas été très bien accueillis selon vous, avec la parole qui vous a été donnée. Oui. Tu fais la reine, ici tout est différent, voilà, ça va ici changer. sera différent, ça va changer. Puis effectivement, ça a changé. Parce que quelques temps après, bon, il y a un fait qui s'est passé vraiment... Ça veut dire que le monsieur a commencé à abuser de moi sexuellement. Celui qui était censé être mon votre père adoptif. Oui, il a commencé à abuser de moi. Le jour où ça s'est passé, même j'étais seule dans l'appartement avec lui. Il y avait le petit garçon. Et bon, je voulais fuir, mais étrangement, j'avais quelque chose qui m'empêchait de sortir. Donc c'est là que, bon, ça a commencé. Et vous aviez quel âge en ce moment? J'avais 9 ans. Quoi? Oui, 9 ans. Et j'espère que vous l'avez souligné ou signalé à votre maman. Bon, à la dame. Fait, quand je suis arrivée, non, je n'ai pas pu. Parce que, bon, il m'avait dit, si tu parles, je vais te tuer. Voilà. Donc, le fait qu'il avait dit ça, j'ai pris peur. Donc, moi-même, j'ai préféré plutôt tenter de me suicider que... Ça, c'était à quel âge? Bon, dès qu'il a commencé, quelques temps après, bon, disons 10, 11 ans, j'ai commencé à prendre... Il avait un pistolet, même je me rappelle, moi j'ai essayé. Bon, je pensais qu'il y avait une balle. J'ai voulu me tirer une balle dans la tête parce que... Je me suis dit que c'était de ma faute que c'était arrivé. Pourquoi? Parce que la situation devenait insoutenable. Voilà, il abusait régulièrement de régulièrement, chaque nuit pratiquement. Il attendait que ses enfants dorment et puis il venait. Je luttais avec lui et puis bon. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré pratiquement 9 ans et demi. J'avoisine à 9 ans et demi. Mais vous alliez à l'école, je veux dire... Est-ce que vous n'en parliez pas à vos instituteurs? Non, au professeurs début, après, quand vous avez commencé à grandir, à vos amis? Non, je n'en parlais pas au début. Surtout que vous étiez dans un pays qu'on appelle le pays des droits de l'homme, la France. Bon, il m'avait déjà dit qu'il allait me tuer et que bon, je venais d'Abidjan. Bon, comme on dirait aujourd'hui, j'étais gaouaze. Donc, et puis bon, j'avais beaucoup de pensées en tête. Je me disais que bon, de toute manière, c'était de ma faute. Et puis bon, je me disais, est-ce que quelqu'un allait me croire? Mais bon, il a fallu qu'un jour, une de mes camarades de classe blanche, qui j'ai expliqué, m'a dit, mais c'est pas normal que tu acceptes ça. Il faut aller le déclarer à l'assistante sociale. J'hésitais, mais elle m'a encouragée. Elle m'a dit, non, c'est pas normal. Mais avant cela, avant de pouvoir le dénoncer, est-ce que son épouse n'a pas eu l'information? Son épouse nous a surpris un jour. Je lui ai expliqué, elle m'a dit qu'elle allait faire... Elle allait m'emmener chez un gynécologue pour certifier que son mari avait abusé de moi, pour pouvoir peut-être, je ne sais pas, le dénoncer. Mais à la dernière minute, elle a changé d'avis, elle s'est retournée contre moi. Que c'est moi qui ai provoqué son mari, c'est moi qui ai fait que son mari a commencé à faire de telles choses. Donc elle s'était retournée contre moi. Donc j'étais devenue comme une rivale en fait. Voilà. Et là, j'imagine que c'était l'enfer après. Ah bon, c'était terrible même. Vraiment, je me disais que peut-être le ciel était tombé sur ma tête. Ça vous a frappé?
Bon, elle ne me frappait pas, mais les injures, les paroles méchantes. Et puis, il y a eu des moments où elle me défrisait avec un peu plus fort que mes cheveux, puisque c'est avec le type de cheveux que j'ai, c'est régulier. Mais elle prenait ce qui est fort, et puis mes cheveux s'arrachaient, mon cuir chevelu se brûlait. Et je ne savais pas qu'elle préparait le terrain pour un envoûtement qui allait participer à la destruction dans ma vie. Bon, elle prenait les mèches de cheveux chaque fois qu'elle recueillait l'eau de bain. Bon, quelquefois, même, une fois, elle avait trouvé qu'un de mes dessous avait disparu. Et excusez-moi, hein, étant jeune fille, puisqu'elle avait appris ça, elle ne m'approchait pas, elle ne m'a pas appris comment une jeune fille se protège lors de ses premiers menstrues. Donc, je me souviens même que c'est le drap. Un jour, j'ai déchiré mon drap pour pouvoir me protéger. Et je n'ai pas su laver ça à temps. Ça a disparu aussi. Donc, c'est tous ces éléments qu'elle avait pris pour préparer un envoûtement contre moi. Donc, on va dire que les choses ont été très, très difficiles pour vous en France. Vous avez fini par dénoncer le monsieur et vous avez eu recours à une assistante sociale. Et finalement, vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire. Oui. Dans quelles conditions? Bon, c'est-à-dire que j'étais entre les mains de Madame Ba, en fait. Elle s'appelait Madame Ba. S'occupait de moi. À travers elle, l'État français me donnait certaines... Bon, me faisait du bien, en fait. Alors, on ne va pas donner tous ces détails-là. Je veux dire que vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire parce que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez un enfant. Après, vous allez vous marier. Non, enfin, vivre en concubinage voilà. avec un monsieur qui vous fait 3 enfants, donc vous vous retrouvez avec 4 enfants. 3 enfants, on vivait ensemble. Et pourquoi il vous a abandonné, ce monsieur? Bon, on vivait ensemble et à un moment, il a commencé à avoir une liaison à l'extérieur. Et il avait commencé à changer. En fait, il menait sa petite vie. Moi, je ne savais pas qui il était vraiment, en fait. Parce qu'il m'avait caché. Et en fait, c'est la naïveté. Et puis, bon, l'idée qu'il allait me marier, c'est ça, là, qui était vraiment le gros piège. Mais vous l'aimiez quand même? Bon, je veux dire, j'ai fini par l'aimer. Au début, je ne l'aimais pas, mais j'ai fini... 3 enfants avec un monsieur. J'ai fini par l'aimer. J'ai fini par l'aimer parce que je me suis dit que de toute manière, il m'a promis le mariage. Je dois m'accrocher coûte que coûte. Forcer, il va le faire. J'ai l'impression que ce n'est pas d'abord par amour que vous êtes allé vous marier, c'est à cause des difficultés. C'était une façon pour vous de fuir les difficultés qui vous assaillent. Beaucoup d'argent? Bon, au début, oui. En tout cas, il a mis l'argent devant au début. Beaucoup d'argent. Comme tout bon garçon. Donc, vous vous êtes dit, ah, voici la solution à tous mes problèmes. Voilà. Ben, nous, on ne vous juge pas. Hein. Je veux dire que tout le monde a ses raisons pour entrer dans le mariage. Mais voilà, vous vous retrouvez aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette salle de classe avec ces 4 enfants? Bon, en fait, après plusieurs difficultés, on a dû se séparer quelques années après. Bon, j'ai dû quitter la cour familiale où on était. Et bon, je suis rentrée en contact avec mon père adoptif, qui était revenu des États-Unis, qui lui m'a dit non, que la manière dont il me voit aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça que je devais être? Que lui, il allait m'aider. Mais c'était la dernière aide qu'il m'accordait dans toute ma vie. Donc, il nous a aidés à hauteur de 150 000. Il m'a dit que c'est tout ce qu'il pouvait me donner. Qu'en cas de problème, il ne voulait plus jamais me voir chez lui. Donc, je me suis retrouvée dans une cour au campement, une cour de maison en bois. Je louais la maison. Bon, au début, j'avais certaines sommes, j'arrivais à payer quelques mois. Mais quand ça n'a pas été, je suis rentrée dans la caution. Quand je suis rentrée dans la caution, je n'avais plus rien. Donc, il y a eu la mésentente entre moi et le propriétaire. Vraiment, bon, je me dis qu'il n'en pouvait plus, en fait. Donc, j'ai dû libérer. Parce que vous n'arrivez plus à payer. Voilà, j'ai dû libérer la maison. Et la première fois où je suis sortie, j'ai fait appel à ma mère adoptive. Elle n'a pas répondu. Donc, j'ai dormi au dehors devant sa porte, à la résidence Agouti de Koumassi, avec mes bagages, tout. J'ai dormi au dehors. Tout le monde, toute la cité est témoin. J'ai dormi au dehors avec les enfants. La pluie venait, même je priais Dieu pour ne pas que la pluie nous mouille. Donc, j'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas répondu. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés au niveau de Saint-Étienne, dans la cour d'une sœur en Christ. On a dormi là-bas. Après, on a dormi encore chez une dame. Et c'est de là qu'on s'est retrouvés dans l'école. J'ai demandé l'aide au directeur parce qu'auparavant, les enfants fréquentaient là-bas. Par l'aide d'une sœur en Christ de mon église. Donc, je lui ai expliqué ma situation. Il m'a permis de dormir là-bas. Vous n'avez pas d'activité? Bon, si, je fais ce qu'on appelle toklo-toklo. Puis, par moment, je vends certains... Mais ça ne vous rapporte pas grand-chose? Bon, pas grand-chose, mais ce qu'il faut pour nourrir les enfants, le temps que, bon, puisqu'il y a d'autres qui m'aident, les amis du quartier, les connaissances, puisqu'ils me connaissent il y a très longtemps. Mais
Allez-y. Vous fréquentez une église, vous avez parlé tout à l'heure de votre sœur en Christ et tout. Est-ce qu'à l'église, vous n'avez pas essayé de voir le pasteur ou bien de voir un des frères ou des sœurs en Christ pour essayer de vous héberger? Bon, cette fois-ci, je n'ai pas essayé de voir le pasteur parce qu'auparavant, je lui en avais parlé. Il a dit que mon cas était délicat. J'attendais une suite. Je n'ai pas eu de suite. On ne vous a pas hébergé? Non, je n'ai pas eu. Vous fréquentez son église? Oui, je fréquentais l'église. Je n'ai pas pu être hébergée. Okay. Et le père des enfants, quand même, il a 3 enfants avec vous. Quand même, il prend un peu des nouvelles de ses enfants. Non. Bien porté disparu. Porté disparu. Vous étiez avec lui, vous n'avez jamais connu aucun membre de sa famille? Si, j'ai connu les membres de sa famille. Et ils disent quoi? Bon, il y a un qui m'avait promis de m'aider. Mais comme, bon, par moment, il voyage, on n'a pas encore pu s'asseoir ou bien parler. Parce que lui, je lui avais dit que j'ai besoin d'une machine pour pouvoir coudre, pour pouvoir avoir moins de quoi pour nourrir les enfants. Bon, il devait on devait se retrouver, me faire signe. Bon, je n'ai pas encore eu de suite. Mais il y a d'autres de temps à autre qui donnent 1000 francs. Les parents de votre Voilà, certaines. Bon, il y a une de leurs tantes qui est pasteur qui, quand elle nous voit, la dernière fois, elle nous a donné un sac de riz avec de l'huile. Beaucoup de pasteurs dans la famille. Êtes-vous retourné sur les traces de votre mère? Oui, plusieurs fois. Je suis retournée au quartier, leur quartier on appelle Abattoir. Mais c'est la partie qu'on appelle quartier Silov, là, où il y a beaucoup de bergers. Je suis allée plusieurs fois. Bon, j'ai retrouvé le carrefour qui mène à la cour de mon grand-père biologique maternel, mais je n'ai pas encore réussi à trouver. Tout a changé. Tout a changé. Ah, le développement. Avez-vous le nom de votre maman? Bon, c'est son prénom seulement, parce que quand elle venait chez la vieille féticheuse, on l'appelait toujours Awa. Mais sur ses traits dont je me souviens. Vous faites la couture, c'est ça? Oui. Quand vous étiez avec monsieur, vous n'avez pas d'activité? Bon, en fait, puisque j'étais déjà aux anges. À l'aise. Monsieur, il avait l'argent. Il m'a dit, laisse tout, je vais m'occuper de toi. D'accord. Moi, j'étais venue faire en même temps. Donc là, j'ai tout laissé. Ils sont mauvais. Ok. Là, ça sort de la bouche d'un homme, docteur. Ah, oui. C'est vous qui Non, le dites. moi, je reconnais. Et voilà, ce n'est pas encore terminé. L'histoire est émouvante. Comment vous vous sentez dans votre peau, madame? Bon, je me sens mieux. Vous vous sentez mieux? Oui, beaucoup Depuis mieux. que vous êtes sur ce plateau, soulagée? Oui, depuis que j'ai mis pied même, j'ai su que j'allais être programmée. Vraiment, ça m'a redonné, en tout cas, une très grande joie de vivre. J'ai vu que vraiment, Dieu est intervenu encore une fois dans ma vie. Ça fait. Merci beaucoup. Avant de poursuivre le témoignage, nous allons partir pour la question du jour, celle qui vous permettra ou qui permettra à 2 personnes de remporter la somme de 100 000 francs. Quelle chroniqueuse a animé la rubrique C'est Potin Star hier? Réponse A, Prissy, la dégameuse. Réponse B, Marie-Paul Adjé. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Alors, madame, on revient à vous pour cette histoire. Donc, vous arrivez quand même à avoir de petites aides, ça et là. Et aussi, nous profitons pour dire merci à M. Traoré, celui qui vous a conduit vers nous. Et qu'est-ce que ce monsieur vous apporte réellement? Il représente un père pour moi. Le père que je n'ai jamais eu. Le père que je n'ai jamais eu. Parce que, déjà, je n'ai pas été reconnue par mon propre père. Et celui qui devait être, celui que je croyais être mon père, n'a pas su me donner l'affection. Donc, vraiment, quand je le vois... Et quand on sait que celui qui doit vous adopter devient votre bourreau? Vraiment, ça n'a pas été facile. Mais je remercie Dieu d'avoir mis cet homme sur ma route. Vraiment, c'est un don de Dieu pour moi. Cet homme est un don de Dieu pour moi parce que vraiment, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais Dieu est passé par lui et beaucoup d'autres personnes qui me disent que non, ce n'est pas de ma faute, c'est le sort. Mais lui, il ne m'a pas oublié. Monsieur Traoré est dans ce studio, on va quand même le voir et puis le saluer. Monsieur Traoré, venez vers nous, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir. C'est comme ça qu'on reçoit une âme généreuse. Oui, ça va très bien. Bonjour, monsieur Traoré. Dites-nous, s'il vous plaît, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous avez rencontré cette dame? C'est la providence. Parce que cette dame, je la vois passer toujours devant ma porte avec 4 enfants. Et régulièrement, de façon régulière. Et un jour, je l'ai arrêtée et puis je lui ai posé la question de savoir pourquoi elle vit comme ça. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Pourquoi elle vit comme ça?
Et puis, elle m'a raconté un peu son histoire. Bon, ce que je peux, je lui donne. Parfois 2000, 1000 francs, 500 francs. J'essaie de l'aider. Et puis j'ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je voie mon fils Loukou Kofi, Toussaint, qui est à la RTI, pour voir comment il peut m'aider, pour que les Ivoiriens sachent qu'on a une de nos filles qui souffre. Et peut-être que quelqu'un sera touché et il va faire quelque chose pour l'aider. Et Loukou m'a dit, bon, ben, je vais voir mon patron. Donc c'est comme ça que vous êtes arrivé au bureau de Sémidi. Voilà. Et je dirais que par la grâce de Dieu et par toute l'aide que votre émission qu'on appelle Midi, comment vous appelez? C'est Midi. C'est Midi. Voilà. Non, c'est pas de votre faute, vous avez tellement aidé que voilà. Tout est mélangé, l'émotion. Alors, aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont au courant de son histoire. Donc, je demande à ce que les Ivoiriens, merci beaucoup. Vraiment, l'aident. Merci pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Et on a besoin de ce genre de personnes dans une société. Vous savez, le développement passe aussi par la solidarité. Voilà, il y a des personnes qui sont en détresse et quand on a un peu plus de moyens, il faut pouvoir les soutenir. Lui, il a fait ce qu'il pouvait, 2000, 1000 francs. Et voilà, il a soutenu la dame. Il l'a même accompagné ici au bureau de Sémidi. Aujourd'hui, on la reçoit sur le plateau. C'est beaucoup. Monsieur Traoré, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alabe fait chiamant diman. Alabe wari chiamant diman. Amen. Il va pas oublier. Du lac à Kuputa. Et voilà, merci. C'était juste pour détendre l'atmosphère. Hein. Voilà, donc c'est votre bienfaiteur, Monsieur Traoré. Et cette salle de classe, je veux dire, c'est pas pour toujours. Hein. Non. Parce qu'on vous a demandé de partir de là. Oui, le 15 juin, puisqu'il y a des travaux qui doivent être faits en fait. Au niveau de la toiture. Avez-vous une idée de l'endroit où vous allez partir? J'ai mis mon sort entre les mains de mon Dieu qui m'a toujours aidée et qui m'a permis d'arriver ici. Parce que j'étais isolée. Donc, je sais que mon Dieu va intervenir. Et nous profitons pour faire un clin d'œil aussi à ces familles déguerpies de Cocody, d'Anga. En ces temps de pluie, on n'imagine pas ce que ces familles-là peuvent vivre. Et puis nous appelons aussi les associations. Nous les encourageons surtout à continuer, les associations, les ONG, à continuer à les soutenir. L'Ivoirien doit se sentir concerné par le sort de chaque Ivoirien. Madame, merci beaucoup pour votre témoignage. Et surtout, on est content de ce que vous ayez mis votre confiance en Dieu, parce que vous vous dites, quel que soit Alpha, il y aura forcément une issue favorable. Le sage est avec nous. Vous ne partez pas, madame. Le sage est avec nous. Sissoko, bien sûr. Je n'ai pas oublié votre nom. Rassurez-vous, on le retrouve tout de suite. Bonjour Caroline. Bonjour. Une semaine après, on se retrouve. Je vais quand même un petit sourire de Madame Yaba Aloua. Bonne fête, maman. Parce que vous avez droit à ça aussi. Tout le monde a droit, une mère même hospitalisée elle a droit à ça. Vraiment, je partage avec beaucoup de peine ce que vous vivez actuellement. Je compatis à vos désarrois. Parce que vivre dans une salle de classe, on ne peut pas dans ces conditions-là élever ses enfants. Je sais quelles sont les difficultés que vous traversez actuellement. Beaucoup de courage, madame. Un jour, Dieu viendra. Dieu est toujours au contrôle. Et ce que je vais vous demander, reconnaissez et remerciez Dieu toujours pour ce qu'il a fait pour vous. Ne vous pensez pas, ne vous croyez pas délaissé. Parce que vous avez la santé, vous avez la chance de mettre 4 enfants, donner la vie à 4 enfants. Je crois que ça, c'est une grâce. Il faut dire merci et puis il faut reconnaître ce que Dieu fait pour vous. Amen. Si vous reconnaissez ça, il fera encore davantage mieux que vous. Amen. Merci beaucoup, Madame Yaba. Merci.
Voyez-vous, la vie est belle, mais il y a beaucoup d'injustices. C'est ce qui fait que nous avons des problèmes, il y a beaucoup d'injustices. Donc, serrons-nous les coudes pour pouvoir les surmonter. Serrons les coudes pour pouvoir les surmonter. Surtout garder espoir, parce qu'il y a un lendemain meilleur pour vous. Hein? Merci. Votre conjoint, rapidement, votre conjoint aujourd'hui a entamé une autre aventure. Dieu seul sait pourquoi. Donc, ne vous laissez pas emporter par les trahisons, les mensonges, etc., etc. Votre vie vous appartient. Vous êtes la première personne, la seule personne qui doit faire le premier pas et ça va suivre. Beaucoup de courage. La vie est belle. Et j'ai envie de dire, parole de sage Sissoko. Eh bien, l'émission n'est pas terminée. Nous allons pour un spot, le dernier. Et puis, on retrouvera notre invité surprise. À toutes. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants. Le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est fini. Et voilà, de retour sur le plateau de Ce Midi, comme je le disais, nous recevons notre invité surprise. Eh bien, c'est un footballeur international. Il a joué au PSG, à Liverpool, il évolue aujourd'hui à Crystal Palace, en Angleterre. Merci de recevoir Mamadou Sakho. Mamadou Sakho. Mamadou Sakho est notre invité surprise. Et voilà. Alors, il est là en tant que président d'ONG. Mamadou Sakho est président de l'association Mamadou Sakho, donc qui porte son nom, AMSAC. Bienvenue. Merci. Alors, peut-on savoir ce que vous faites exactement au sein de cette ONG? En fait, c'est très simple. AMSAC, ça veut dire Association Mamadou Sakho, comme vous venez de le dire. En fait, j'agis comme bon me semble, on va dire, parce que pour moi, c'est super important d'aider la jeunesse. C'est vrai que j'ai décidé de faire une tournée africaine pendant la période de mes vacances. Donc, j'étais au Gabon, au Mali, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale. Je suis à Abidjan. Ensuite, j'enchaîne sur le Libéria et le Maroc pour visiter des orphelinats, visiter quelques centres de formation. Et j'ai un message important, entre guillemets, pour moi, en tout cas, qui me tient à cœur, à faire passer à la jeunesse, qui est tout simplement de croire en ses rêves, de se dire que tout est possible, parce que je suis quelqu'un, moi-même, de par mon histoire, je viens de très loin. Il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie, hein, docteur Philo. Oui, il n'y a pas de hasard. Il le disait tantôt, vous venez de très loin, c'est quelqu'un qui a vécu une situation difficile à Paris aussi. Il a été celui-là même qui a qualifié par excellence l'équipe nationale de la France pour le mondial. Sans lui, la France n'allait pas participer au mondial 2014, je crois, au Brésil. Vrai ou faux? Et vous êtes un monsieur, vraiment, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alléluia! Atakbi! Monsieur est là. Vous savez, cette dame-là, Madame est là. elle dort dans une salle de classe avec 4 enfants. Elle a été délaissée par son conjoint. Wamlou! Non, pas la foi. Maman, viens! Oh! Agire, maman, agire, moi, agire, quelqu'un va nous regarder. Il t'a toujours dit que t'as une faute prévoyante. Il faut l'embrasser. Monsieur Mamadou Sakho, cette dame que vous voyez est dans la détresse totale. Elle dort dans une salle de classe. On lui demande de partir de la salle de classe. En fait, c'est même pas normal qu'elle dorme dans une salle de classe. Elle n'a que 2 semaines pour partir. 2 semaines pour partir. Aguirre. Elle est à vous. Non, on peut plus. Non. Voilà. Moi, voilà, j'ai fait mon travail. Ah, la griotte est là. À fond. Voilà. Mamadou Sakho, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Non, bah écoutez... Silence, s'il vous plaît. Déclaration très très importante. On est en direct.
Non, mais écoutez, déjà, pour juste, comme j'ai dit en tout cas de par mon association, les œuvres que je fais et le message que je fais passer aux jeunes africains, il y en a beaucoup qui pensent qu'être en Europe, la vie est toujours plus rose là-bas, mais pas du tout. Je dis souvent que moi, j'ai eu une enfance difficile à Paris. J'ai vécu dans la rue, je sais ce que c'est d'avoir faim, je sais ce que c'est d'avoir froid. J'ai tendu la main pour avoir une pièce pour pouvoir m'acheter une baguette de pain. Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai volé pour pouvoir manger. J'ai dormi sous des ponts, etc. Donc ça a été une période très très difficile. Et donc voilà, c'est de par ça qu'aujourd'hui je pense que, comme je dis dans la vie c'est un escalier. Quand on est sur une marche, il faut toujours tendre la main derrière pour essayer de tirer les autres à avancer aussi. Merci beaucoup, Mamadou Sakho. Alors, et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire cette dame? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? Écoutez, comme je dis, on va le régler hors antenne. Merci beaucoup. En tout cas, Mamadou Sakho, il n'a pas envie de faire de déclaration sur ce plateau. Et voilà, nous avons donc ici dans ce studio l'ONG Eto Menya. C'est bien cela? L'ONG Eto Menya qu'on applaudit très très fort. On a aussi l'AIBS, Atlantic International Business School. Merci de votre présence dans ce studio. Et le collège Espérance de Toumoudi. Eh bien, nous profitons donc de l'antenne pour souhaiter joyeux anniversaire à Priscille la dégameuse. C'était il y a 48 heures de cela. Elle dit que c'est son anniversaire jusqu'au 1er juin. Caroline Adjoa Kouadio aussi, le 28 juin, c'était son anniversaire. Joyeux anniversaire également à Soro Christelle, voilà, donc qui est gravement enceinte en ce moment. Joyeux anniversaire. Eh bien, l'émission est terminée. Mamadou Sakho, merci d'être venu. Merci à vous, Madame Loa, d'être passée sur ce plateau et gardez courage. C'est sûr que vous aurez des solutions à votre problème. Mamadou Sakho a décidé de réagir hors antenne. On le remercie. On remercie aussi toutes ces personnes qui vous viendront en aide. En tout cas, gardez espoir. Et puis, merci beaucoup à vous pour ce cadeau. Au nom du Collège Moderne Espérance, oh là là, c'est mon cadeau de fête des mères, n'est-ce pas? Merci beaucoup, c'est trop gentil. Bisous. L'émission est terminée. On va donc conclure avec la troupe Anenka. Et cette fois-ci, c'est Prissy, l'anniversaireuse, qui offre le cadeau. Voilà. Allez-y, sur la piste de danse. On se retrouve demain pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir. Mamadou Sakho est là, t'as le il y a des danseurs ici, non? Non, non, mais non.